Le contenu qui suit a été produit grâce à Vinstache la boutique. La livraison est offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui m'aide à produire en totale indépendance le genre de vidéo que voici. Salut à tous, c'est Geoffrey de Vinstache et aujourd'hui pour le grand retour du format cépage sorcier après près de 2 ans de disette, je suis un brin emmerdé. Puisqu'outre l'impossibilité de trouver un jeu de mots sur le merlot, je sais que l'on va s'attaquer à une icône de la viticulture, deuxième variété la plus répandue au monde, raisin noir et blanc confondus, et qui est aussi le plant le plus présent en France, avec ses quelques 114 578 hectares en 2018, ce qui équivaut grosso modo à 2 fois la métropole lyonnaise. Ça commence à peser niveau superficie. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, le merlot, c'est un peu ce mec sympa et intelligent, mais un brin banal, une sorte de Monsieur Tout-le-Monde mais version plus. Les Bordelais vont m'adorer. Toujours placé, jamais vainqueur, non, ceci n'est pas un épisode sur l'ASM Clermont-Ferrand-Auvergne ou sur Poulidor, mais bel et bien sur le merlot. Alors, si je vous disais juste avant que les Bordelais allaient m'adorer, c'est parce que le merlot est un emblème de la viticulture girondine. Mais genre, un emblème avec un grand E. Et il est clairement indissociable de la région Aquitaine. En effet, ses premières traces écrites remontent autour des années 1783-1784 dans la ville de Libourne où l'on disait de lui qu'il donnait un vin noir et excellent qui abonde sur un bon terrain. Une variété donnant des raisins qui étaient très prisés du merle, l'oiseau, qui aimait s'en repaître. Merle se prononçant merlot en occitan, c'est ainsi que cette variété se retrouvera affublée de ce nom. Et si cette anecdote est relativement connue, celle sur ses origines, en revanche, l'est bien moins. En effet, avant la fin des années 90, il était né sous X. Mais en 1999, grâce à une analyse ADN, on a pu établir que le merlot descendait du cabernet franc, un cépage lui aussi très connoté bordelais. Nonobstant, il nous manquait toujours son parent d'eux. Mais en 2009, sous la direction de Jean-Michel Boursicot, l'un des ampélographes modernes les plus réputés de son époque, le secret de ses origines fut enfin levé. Et c'est une histoire assez improbable que je m'en vais vous conter de ce pas. En 1996, une variété rare et autochtone fut découverte à Saint-Suliac, une charmante petite bourgade d'Ille-et-Vilaine située à 15 km au sud de Saint-Malo. Ce cépage ultra confidentiel était cultivé au Moyen-Âge sur la colline du Mont Garot. Et on en retrouvera trace bien plus au sud, dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, dans de petits villages où les vignes donnaient des raisins de la Madeleine. Après comparaison avec l'importante collection de vignes du domaine de Vassal, pilotée par l'ex-Institut national de la recherche agronomique et dont je vous avais déjà parlé lors de mon épisode sur le riverinque, les chercheurs se rendirent compte que son ADN ne matchait avec aucun des plants déjà répertoriés. Il fut donc décidé de baptiser cette variété Madeleine noire des Charentes. Et après de nouvelles recherches sur son acide désoxyribonucléique, c'était juste pour éviter la répétition du mot ADN, il fut conclu que le cabernet franc était le père du merlot et la Madeleine noire des Charentes, la maman. Et pour être vraiment très précis sur les questions d'ampélographie, sachez que le merlot appartient plus généralement au grand groupe des carmenais. Une grande famille composée de raisins très implantés dans le sud-ouest, parmi lesquels je pourrais vous citer le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le fer servadou, le carménère ou encore le petit verdot. Mais de tous les plants précédemment énumérés, il y a bien évidemment un cépage avec lequel il est très intimement lié et avec lequel il va former un duo absolument iconique, c'est le cabernet sauvignon. Pour tout vous dire, ces deux-là font tellement la paire que je me suis limite tâté au début à vous réaliser un simple épisode sur les assemblages bordelais, ou blend en anglais, à base de merlot et de cabernet sauvignon. Mais le cabernet sauvignon étant la variété noire la plus implantée au monde, c'eût été un brin insultant que d'expédier ces deux raisins en moins de 20 minutes chrono, douche comprise. Ainsi, et afin de mieux vous expliquer le merlot, il va falloir que l'on se replonge un peu dans la géographie bordelaise. Ça, c'est le département de la Gironde. Ça, c'est ma bite. Et ça, c'est son vignoble. Le plus grand de France en termes de superficie, si on ne prend en compte que les AOC. Cette région est elle-même composée de plusieurs sous-ensembles. Le Médoc, les Graves, le Sauternais, l'Entre-deux-Mers, le Saint-Émilionnais/Libournais et le Blayais. Je passerai outre le Sauternais puisque produisant uniquement des blancs, ce qui n'est pas le sujet du jour, et vous direz que lorsque l'on parle du Bordelais,
on évoque souvent la rive gauche et la rive droite. La rive gauche de l'estuaire de la Gironde désignant le Médoc et les Graves, et la rive droite étant principalement synonyme du combo Saint-Émilion/Pomerol. L'entre-deux-mer et le Blayais payant historiquement une réputation commerciale moindre. CF mon épisode, pourquoi le vignoble de Bordeaux est-il en crise? Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de grands vins dans ces deux régions, je n'ai pas dit ça. Mais force est de constater que les grosses écuries comme Latour, Lafite, Aubryon, Cheval Blanc ou encore Pétrus sont implantées dans ces secteurs. La rive gauche se caractérise par des sols principalement composés des fameuses graves, des sols de gravier avec plus ou moins de sable et d'argile. De vrais terrains de merde sur lesquels rien ne pousse. Hormis de la vigne. De toute façon, c'est bien simple, en agriculture, plus un sol est merdique, plus il sera apte à donner de grands vins. Pour tout vous dire, le Médoc, avant le XVIIe, c'était principalement des marais salants qui étaient dédiés au bétail, ainsi que des marécages. Et ce sont les marchands hollandais qui entamèrent un ambitieux projet de drainage afin de convertir ces marais en une zone adaptée à la viticulture. Des graves, disais-je donc, qui seront un parfait terrain de jeu pour le Cabernet Sauvignon, puisque permettant à ce cépage d'atteindre sa pleine maturité. Il y trônera en maître absolu, mais sera bien souvent complété d'un peu de merlot pour apporter souplesse et fraîcheur. On reviendra sur la structure du merlot plus tard dans cette vidéo, mais ne soyez pas étonnés de le voir affublé d'adjectifs tels que rond, fruité, satiné, souple ou encore soyeux. La rive droite, bien que composée aussi pour partie de graves, se caractérise par beaucoup plus d'argile calcaire. Or, les sols argilo-calcaires ayant pour particularité de conserver de l'humidité lors des fortes périodes de chaleur, ils sont parfaitement adaptés au merlot qui craint bien plus les sécheresses. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait conquis les sols ultra-calcaires du plateau de Saint-Émilion, où il dominera les assemblages de châteaux tels que Cheval Blanc, Ozone, Pavie, Angélus ou encore Canon, pour ne vous donner que les noms les plus ronflants. Bien qu'il ne dépassera que rarement la barre des 75% à l'assemblage. Car tous les sommeliers et les sommelières de la planète auront bien évidemment une appellation qui leur viendra en tête à l'évocation des termes terroir à très grosse dominante de merlot avec des assemblages oscillant entre 80% et 100%, celui de Pomerol. Situé dans le prolongement de Saint-Émilion, Pomerol reste une AOP difficilement lisible pour le néophyte, puisque composée de graves fraîches, de sable, de galets et d'argile. Ainsi, et sans rentrer dans le détail, car sinon cette vidéo risque de tourner au cours de géologie, les propriétés emblématiques telles que Clinay, Le Guet, Petit Village, La Conseillante ou encore l'Évangile possèdent des argiles plus ou moins marquées. Ah oui, et bien évidemment, il y a aussi un certain Pétrus, dont la fameuse veine d'argile bleue et de crasse de fer représente la quintessence du merlot. Mais je ne m'attarderai pas trop dessus, puisque je lui ai déjà consacré un double épisode, un sur son histoire et un buveur d'étiquette, où nous dégustons un millésime 1998. Je ne peux donc que vous enjoindre à aller les visionner. Toujours est-il que le merlot peut se targuer d'avoir été un véritable phénomène en seulement quelques décennies. Déjà en France, où il est passé de 16 976 hectares en 1958 à 114 578 hectares en 2018, soit une croissance de 575% en 60 ans. Mais aussi à l'international, puisqu'étant en 2016 la deuxième variété la plus implantée au monde, raisin noir et blanc confondus, avec ses près de 266 440 hectares. Pas mal, non? Ce qui est quand même une sacrée revanche pour celui qui était historiquement considéré comme un cépage complémentaire / secondaire. En effet, là encore historiquement, le merlot était un peu considéré comme la syrah l'est aujourd'hui par rapport au grenache dans l'appellation gigondasse. Par là, je veux dire qu'il était là pour amener ses qualités au Cabernet Sauvignon, mais il n'était que très rarement dominant dans les encépagements. D'ailleurs, même à Bordeaux, il n'a connu un vrai regain d'intérêt qu'au milieu du 19e siècle, époque où l'on se rendit compte que sa résistance au fléau d'alors, qu'était le mildiou, était une véritable force. Ainsi ai-je été surpris, en plongeant le nez dans des ouvrages d'ampélographie historique et avec notre recul actuel, de constater que le merlot se traînait toujours cette réputation un peu de bonne copine, c'est-à-dire sympa mais sans plus. Si en 1859, le comte Hodard vantait ce plan des plus estimés autant pour l'abondance de sa production que pour la qualité de son produit, le duc Louis-Marie Victor Rendu,
En 1857, lui, le définissait comme plus léger et plus précoce que le Cabernet et loin d'avoir le bouquet et la sève de ce dernier. En revanche, il a plus de moelleux, mais il pêche par le défaut de corps et de durée. Même Pierre Gallet, dont je vous ai maintes fois parlé, déclarait que le vin pur de Merlot est d'une qualité très honorable, mais sans pour autant s'enthousiasmer plus que cela. Mais alors, pourquoi diantre le Merlot a-t-il vu sa superficie sextupler en un peu plus d'une moitié de siècle, au point de devenir le cépage noir le plus répandu en France et le deuxième à l'échelle internationale, comme expliqué précédemment? Eh bien tout d'abord, il y a eu le rouleau compresseur bordelais. Alors oui, je sais, en 2026, et alors que le vignoble girondin est engoncé dans une crise structurelle très importante, je sais que cela peut paraître un brin contradictoire, mais fut une époque pas si éloignée, eh bien Bordeaux régnait sur le monde du vin. Dans les années 2000, Bordeaux vivait à l'international une ère dorée et prospère. Les grands crus étaient de véritables locomotives d'une région qui vendait des vins mais par wagons entiers. Et même plus globalement, avant, dans la seconde moitié du XXe siècle, Bordeaux, c'était LA place mondiale du vin et dont la réussite insolente inspirait les autres vignobles. Et comme nous ne sommes in fine que de grands singes qui copient les comportements de nos congénères, nombre de vignobles en quête d'identité ou qui désiraient tout simplement prendre le pli du succès commercial bordelais d'alors, décidèrent de planter des cépages issus de cette région. Et notamment le Languedoc, dont la politique commerciale de vin monocépage à fort rendement trouva tout particulièrement écho auprès de cette variété. Et à partir de là, le Merlot va connaître une internationalisation proprement fulgurante. Puisque, pour citer l'emblématique Master of Wine et érudite Jancis Robinson, dans son livre Wine Grapes, il serait plus simple et rapide de vous dire où le Merlot ne pousse pas, plutôt que de vous donner la liste des régions et des pays où il a été planté. Ainsi, vous le retrouverez dans la partie nord de l'Italie, comme dans la Vénétie, dans le Frioul, avec certains domaines qui produisent des merlots dans un style très pomerolesque, ainsi que le Trentin Haut Adige. En Espagne, sa plus grosse aire de production restera la Catalogne, mais vous le retrouverez aussi en Navarre, en Aragon ou encore en Castilla-La Mancha. Vamos a la playa, señor Zorro. Je pourrais aussi vous parler de la quasi-totalité des pays producteurs, du Portugal aux États-Unis, en passant par la Turquie, la Chine, le Japon, le Pérou, la Grèce ou encore l'Ukraine. Mais comme en 2023, les vins étrangers ne représentaient que 1% des ventes en grande distribution selon France Agrimaire, je ne m'appesantirai pas dessus. Flemme. Et si le Merlot a connu cette internationalisation fulgurante, c'est, comme évoqué précédemment, grâce au vignoble bordelais qui donnait le la du commerce mondial du vin. Mais c'est aussi dû aux qualités intrinsèques de cette variété. En effet, c'est un cépage assez facile à cultiver, puisque poussant dans de nombreux climats. De nature fertile, il donnera des rendements réguliers et plutôt élevés. De plus, ces bourgeons débourrent plus tôt que d'autres variétés. Alors oui, aujourd'hui avec la dérive climatique, c'est devenu un inconvénient avec les gelées tardives. Mais au milieu des années 60, c'était un véritable avantage puisque permettant plus aisément d'arriver à de pleine maturité. Et cerise sur le gâteau, en termes de dégustation, il pourra pianoter sur une palette organoleptique importante en fonction des terroirs sur lesquels il est implanté et saura aussi en restituer la typicité. Bref, vous saupoudrez le tout du tampon adoubé par Bordeaux et vous avez dans les grandes lignes la raison de sa conquête mondiale. Alors oui, comme tout le monde, et pour une fois je vais faire le mouton bien docile, mais je pense qu'il ne s'exprimera jamais mieux que sur les sols argilo-calcaires. Et qu'à titre purement personnel, j'avoue, les vieux Bordeaux à dominante de Merlot, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Hein? Ah oui, pardon, j'oubliais qu'on était en 2026. Le Merlot, c'est un poulet. Poulet! Et même, quitte à prendre position, je dirais qu'à l'instant T de ma carrière de dégustateur, je le préfère au Cabernet Sauvignon. Qui reste un cépage d'élite, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais que Bordeaux s'en est pris plein la gueule ces dernières décennies, le fameux phénomène du Bordeaux bashing, parfois à juste titre, mais je pense que lorsque l'on rentre dans l'univers des vieux vins, personne, et je dis bien personne, ne peut s'asseoir à la table de Bordeaux. Ni les Châteauneuf-du-Pape, ni la Bourgogne, ni qui tu veux. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Bordeaux, les grands Bordeaux quand ça vieillit, c'est... C'est délicieux, delicious. Ça a une patine et un style intouchable, pour moi. Et le Merlot, à la dégustation, mon bon Loïc Geoffrey de Vinstache, cela donne quoi? Eh bien, je vous dirais que ce qui le caractérise,
c'est son équilibre. Et qu'il est un véritable funambule qui alliera un bouquet complexe, fruité et abondant, à des tanins corsés mais satinés, un alcool relativement puissant, à un corps rond et à une acidité bien plus discrète que le Cabernet Sauvignon, mais qui n'en est pas pour autant dénué de tension. Bref, des stats à la Adriano dans PES5. Les vrais savent. Et ce jeu a déjà 21 ans, putain que je suis vieux! Qu'ai-je fait de ma vie depuis? Des vidéos sur YouTube. J'ai envie de crever! Au nez, le Merlot pianotera, comme expliqué en amont de cet épisode, dans un registre complexe et vous emmènera jeune sur des notes fruitées de prunes, de cassis, de mûres ou encore de fruits rouges bien mûrs comme avec la fraise des bois ou la framboise. Mais les arômes floraux ne seront pas en reste puisque la violette est un marqueur ultra récurrent de ce cépage ainsi que la lavande, mais dans une bien moindre mesure. Pour le reste, accrochez-vous bien à votre slip, puisque je pourrais aussi vous évoquer ces notes de pierre à fusil, de graphite, de réglisse, d'épices douces, de fumée, de chocolat au lait, de tabac blond, de truffes, ultra emblématiques des vieux pommerolles, de mocha ou encore de cuir de céleri. Bref, plutôt pas mal pour un cépage soi-disant secondaire ou de complément. Mais du fait de la noblesse des cabernets et du déficit d'image de la rive droite bordelaise en comparaison de la rive gauche et notamment du Médoc qui fut une référence en termes de commerce et de viticulture, détendez-vous, eh bien le Merlot s'est toujours collé cette image de copine sympa, mais quand même un peu moins bonne que la plus bonne de tes copines. Et non, ce n'est pas de la beaufrie, c'est du suprême NTM. Perché, en conclusion, le Merlot est une variété légendaire du Bordelais, né d'un croisement entre le très renommé Cabernet Franc et la pas du tout renommée Madeleine Noire des Charentes. Emblème de la viticulture girondine, il est aujourd'hui quasi indissociable du Cabernet Sauvignon, variété avec laquelle il sera quasiment systématiquement assemblé et avec laquelle il s'adonnera à un jeu d'équilibriste en fonction de ses terroirs d'implantation. Sur la rive gauche et ses graves chaudes, il sera le plus souvent minoritaire et apportera fraîcheur et souplesse. Ces terroirs de prédilection se trouveront sur la rive droite et notamment sur les plateaux argilo-calcaires de Saint-Émilion et de Pomerol où le Merlot, dominant, exprimera toute sa magie. Cépage surreprésenté à Bordeaux, il a aussi conquis le Languedoc qui est aujourd'hui sa seconde terre d'adoption. Parfois pour le pire, comme dans les années 50-60, lorsque la région, alors dans une politique ultra-productiviste basée sur les vins monocépages, le planta massivement pour ses qualités intrinsèques. Expressif, facile à pousser et donnant de gros rendements. Et parfois pour le meilleur. Alors oui, j'entends déjà les Languedociens me vilipender d'avoir à peine évoqué leur vignoble lors de cet épisode, mais dites-vous bien que ce fut la même chose avec Bordeaux. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de cette région. Parce que le Merlot, c'est tout simplement, avec plus de 266 000 hectares dans le monde entier en 2016, la deuxième variété la plus implantée dans le monde, cépage noir et blanc confondus. Et que, si j'avais voulu faire un épisode de 4 heures en mode dîner de con, j'aurais aisément pu. Puisque vous le retrouverez dans la quasi-totalité des vignobles mondiaux. Italie, Espagne, États-Unis, Chine, Canada, Chili, Afrique du Sud, Slovénie, Portugal, Allemagne, Ukraine, Grèce, Roumanie, République tchèque, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Argentine, Turquie, Autriche. Son succès, il le doit à son adaptabilité, à de nombreux sols et climats, mais aussi à ses caractéristiques organoleptiques. Le Merlot, c'est un cépage funambule en mode moyen plus, avec un bouquet complexe et aux fruités abondants, avec des tanins corsés mais satinés, un alcool relativement puissant, un corps rond et avec une acidité non dénuée d'intérêt. Pouvant pianoter dans un registre olfactif impressionnant, allant dans sa prime jeunesse des simples fruits rouges à des notes ultra complexes de truffes noires lors de son apogée, il se coltine malgré tout cette image de cépage sympa, mais auquel il manque toujours un petit truc en plus, du fait de sa comparaison quasi systématique avec le Cabernet Sauvignon. En fait, le Merlot, c'est un peu comme Steve Carell dans Crazy Stupid Love. Disons que quand t'as Ryan Gosling à côté... Qu'est-ce que tu veux répondre? Et bah moi, malgré tout, je préfère Steve Carell. Déjà parce que The Office, et parce que, soyons francs, Ryan Gosling, tant qu'il doit jouer les héros mutiques, ça passe, mais alors dès qu'il doit s'exprimer, c'est quand même vraiment pas ça. Mais parce que cette chaîne est avant tout une chaîne de pinard et non de ciné, j'avoue qu'à l'instant T de ma carrière, je suis beaucoup plus Merlot ou Cabernet Franc que Cabernet Sauvignon.
Et vous, les amis, le merlot, vous en pensez quoi? Je serais franchement très curieux d'avoir votre retour dans les commentaires. Pas uniquement pour une question de référencement de cette vidéo, mais plutôt parce que, à une époque où Bordeaux est clairement en perte de vitesse, je me demande réellement comment vous le percevez. Bien évidemment, si cet épisode vous a plu, vous commencez à connaître les classiques, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le booster, le partager, n'hésitez pas non plus à activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties sur cette chaîne. Enfin, si vous voulez vous faire plaisir tout en m'aidant à faire perdurer Vinstache, dont l'avenir et le futur sont franchement très incertains, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinstache, la boutique. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très vite!